Bonjour, on se retrouve à la IRNS parce qu'on va rencontrer M. Éric Diesel, un travailleur en biosurfactant qui va nous aider à composer notre interview. Donc, appelons Monsieur Éric. Oui, bonjour. Ouais, c'est Maria Martinez et Victor Turcotte. Ok, merci beaucoup. Bon, premièrement, quel est votre nom et votre occupation? Tu m'as pas dit que tu composes des questions en anglais? Tu préfères? Ouais, mais on va faire l'interview en français finalement. C'est bien beau. Mon nom est Éric Desiel. Je suis professeur, chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique. Parfait. Donc, vous travaillez INRS, ça s'appelle? Ça s'appelle INRS, c'est ça. L'Institut national de la Est-ce que recherche vous faites aussi des laboratoires? Est-ce que vous faites des recherches ou vous faites juste être Oui. vous êtes professeur? Non, je fais de la recherche. C'est un laboratoire de recherche que j'ai. Puis je suis professeur, je fais de l'enseignement. Mais ce que j'enseigne, c'est que j'enseigne à des étudiants comment devenir des chercheurs. Donc j'ai de recherche un peu? Je suis directeur de recherche. Okay. Donc j'ai un laboratoire. Vous pourrez même visiter le laboratoire si vous voulez. Donc j'ai des étudiants à maîtrise, au doctorat, au post-doctorat. Il n'y a pas de baccalauréat. C'est quoi que vous faites? Genre, vous leur dites sur quoi? Un exemple de... Ben, disons que vous, un jour, vous voulez faire de la recherche. Ouais. Là, vous allez faire un bac, peut-être. Puis après un baccalauréat, déjà, il y a des gens dans le domaine de la science qui veulent continuer au-delà du baccalauréat. Puis là, ils veulent savoir, c'est quoi ça, de la recherche scientifique? Une maîtrise. Ça dure 2 ans. Puis la maîtrise, c'est que la personne arrive, elle me demande, ben là, j'aimerais ça faire une maîtrise. Puis donc, je dis oui. Je dis, bon, ben là, dans quel domaine tu aimerais travailler? Là, il faut que ça corresponde un peu au domaine que je travaille dans mon laboratoire. Fait que tu trouves un superviseur dans un laboratoire, quelqu'un qui a un laboratoire qui fait de la supervision. Puis là, disons que je prends cette personne-là, je vais lui proposer quelque chose dans mon domaine d'expertise. Moi, mon expertise, c'est la socio-microbiologie. Donc, c'est comment les bactéries agissent en groupe, ensemble. Okay. Comment elles communiquent entre elles. Puis là, ça leur permet de faire certaines affaires, entre autres produire du biosurfactant. Donc, dans le fond, vous, c'est sur la production du biosurfactant. Moi, je suis microbiologiste. Fait que j'étudie les bactéries elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font, puis les molécules qu'elles produisent. Donc, est-ce que vous faites des recherches pour essayer de mieux instaurer les biosurfactants dans la société? Comme, mettons, en produire plus avec moins de bactéries ou réduire les coûts? Ouais, ça fait un peu plus que 20 ans que je travaille là-dessus. Donc, puis il y a plein de chercheurs dans le monde qui travaillent dans le domaine des biosurfactants. Puis les biosurfactants, cette question-là va revenir plus tard, mais je peux tout de suite vous en parler, ça serait bon de l'introduire. Les biosurfactants, ça peut être de 2 origines différentes. Soit ça peut être dérivé des plantes. Donc, tu cultives une plante, puis là, elle produit de l'huile végétale. Puis là, tu fais un traitement chimique pour la transformer en surfactant. Donc, c'est biologique parce que ça provient au départ de la plante. Puis, il y a un petit traitement chimique à faire, puis ensuite, ça la transforme en biosurfactant. Donc, la plupart des biosurfactants que vous avez, par exemple, que vous achetez du shampoing vert, biologique, biodégradable, organique, ben, c'est marqué dessus biodégradable, biologique, tout ça. Ben, souvent, c'est un surfactant d'origine de plante. Puis l'autre sorte de biosurfactants, c'est les biosurfactants qui sont produits par des micro-organismes. Donc, des bactéries ou des champignons microscopiques. Puis eux, tout ce que tu fais, c'est que tu leur donnes n'importe quel type de nourriture. Ça peut même être des déchets industriels, des rejets d'effluents, par exemple, des compagnies qui fabriquent du lait, par exemple. Des fois, ils rejettent un petit peu du petit lait, ils rejettent, ou du raffinage, du sucre, des choses comme ça. Il y a des déchets. Puis là, à ce moment-là, tu peux nourrir les bactéries, puis elles vont relâcher, vont sécréter du biosurfactant. Là, tu purifies le biosurfactant. Certaines bactéries qui vont... Seulement certaines bactéries, puis seulement certains champignons microscopiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire que c'est le plus grand problème que causent les surfactants normaux? Donc, les surfactants dérivés de la pétrochimie. Ouais. Donc,
99% de tous les surfactants qu'on utilise, les shampoings, les détergents, les nettoyants, il y a des centaines de millions de tonnes de surfactants qui sont utilisés sur la Terre à chaque année. Ça vaut des milliards et des milliards de dollars, le domaine des surfactants, parce que c'est utilisé dans tous les domaines. Nous, on l'utilise ça à la maison seulement pour quelques produits, mais dans les usines, ils en utilisent plein, dans plein d'industries, ils utilisent ça. Puis 99%, je pense que le chiffre exact est 96%, est dérivé de produits chimiques. Donc, puis quand on parle de produits chimiques, c'est toujours des molécules qui, au départ, sont dérivées du pétrole. Donc, tu prends du pétrole, tu le raffines, tu fais des sous-produits de molécules chimiques, des starting blocks, qui, eux, sont utilisés par de la synthèse pour fabriquer des molécules, comme ça. Donc, le plus gros défaut, c'est qu'ils proviennent d'une source non renouvelable. OK, ouais. Puis deuxièmement, le procédé pour les produire eux-mêmes est polluant. Puis en plus, souvent, ils sont non biodégradables. Ils sont même toxiques quand ils se retrouvent dans l'environnement. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'avais lu, c'est que j'avais lu qu'ils créaient des problèmes dans les écosystèmes, mais aussi que vu qu'ils abaissaient la tension, ça permettait aux bactéries ou aux choses de mieux rentrer dans la peau des poissons ou des humains. C'est vrai, ça? Mais ça, c'est vrai pour tous les surfactants. Parce que c'est pour ça qu'on utilise du surfactant. C'est pas du un biosurfactant, ça pourrait être... À chaque fois que tu prends une crème hydratante pour t'hydrater la peau, elle est à base de surfactant ou d'émulsifiant parce que tu veux que la crème rentre dans ta peau. Si tu n'as pas d'émulsifiant dans ta crème émolliente, tu n'auras pas une belle peau. Là. Ouais. Sauf que des fois, c'est des produits chimiques qui sont plus irritants. En plus d'être non biodégradables et dérivés de la chimie. Fait qu'un des désavantages des biosurfactants, ça serait comme le fait que ça peut rentrer dans nos peaux dans les peaux des tous les surfactants font ça. Okay. Tous les surfactants font ça. Mais au départ, la molécule est quand même un biosurfactant, c'est quand même biologique, donc c'est biodégradable. Donc ça ne pollue pas. Si ça se retrouve dans l'environnement, ça ne va pas spontanément tuer des poissons ou des choses comme ça parce qu'elle va juste être dégradée par les bactéries qui sont déjà dans le sol. Donc c'est comme composté finalement. C'est complètement biodégradable parce que c'est un sucre avec un lipide. Ah. Ou une petite protéine avec un lipide. Donc c'est vraiment très naturel. Là. Les huiles, c'est très naturel, de l'huile. Imagine que c'est comme une huile végétale, tu rajoutes un petit morceau de sucre après, ça fait un surfactant. Okay. Parce qu'un surfactant au départ, il faut que ça soit une molécule amphiphile. Rappelez-vous, on a déjà utilisé ça, une molécule amphiphile. Amphiphilique. C'est que ça se mélange pas avec de l'eau. Ah non, ça c'est FOB. Non, c'est FOB. Amphiphile, c'est ceux qui ont deux pôles. Un pôle qui est polaire, qui se dissout avec l'eau, puis le bout qui est apolaire. Ouais. Puis vous vous rappelez que quand on les mélange ensemble, ça fait des micelles. Ça fait des genres de cercles. Des boules, ça, qu'on appelle des micelles. Vous avez appris ça? Ouais. Non, moi je l'ai appris au début de la... Par définition, un surfactant, c'est ça que ça fait. Okay. Pour qu'une molécule soit un surfactant, il faut que quand tu la mets dans l'eau, elle forme des structures ensemble qui s'appellent des micelles, parce que l'extrémité de la molécule... On avait appris ça. Habituellement, on dessine ça comme ça. Ouais, la tête. La tête est hydrophile, polaire, puis la queue, c'est un lipide, donc c'est hydrophobe. Donc, comment que le lipide fait pour se sauver de l'eau? Ça va tout faire dans du tout. Eh oui, ils vont tous se mettre en cercle comme ça, puis ils vont cacher le lipide au milieu, puis la tête polaire à l'extérieur. Puis ça, c'est 3D, là. C'est une sphère. Ouais. Donc, c'est ça que ça fait un surfactant. Quand vous faites la vaisselle, vous mettez du savon? Ouais. Habituellement, qu'est-ce qui est le plus difficile à enlever sur la vaisselle sale? C'est la graisse. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le surfactant? C'est qu'il déloge les petits morceaux d'huile puis il va les mettre à l'intérieur. Parce qu'ils ont de l'affinité pour l'huile. Ouais. Puis l'extérieur a de l'affinité pour l'eau. Fait que ça dissout l'huile puis ça la solubilise dans l'eau. C'est la même chose pour le shampoing. Tu as dit que vous avez fait des recherches. Est-ce que vous avez fait comme une majeure avancée? Nous, depuis plus de 20 ans, je travaille sur un surfactant en particulier qui s'appelle les rhamnolipides. Donc, rhamno, ça vient du mot, un sucre qui s'appelle le rhamnose. Tous les mots qui finissent par rose, habituellement, c'est ça, c'est des sucres. Puis un lipide, c'est une chaîne de 10 carbones. Vous avez déjà appris les lipides, c'est des chaînes de carbone avec des hydrogènes partout sur tous les carbones, puis ils font des chaînes. Moi, c'est un acide. Donc, tu as un COH au bout. Ouais, c'est bon.
Puis donc, c'est deux chaînes de carbone de C10, un acide, d'acide décanoïque, parce que c'est décal, c'est 10 carbone. Il y en a deux qui sont accrochés un après l'autre. Puis au bout de ça, il y a un sucre qui s'appelle le rhamnose. Que le sucre, c'est la tête polaire, puis la chaîne de décanoïque, c'est les lipides. Puis il y a un ou deux rhamnoses, faire une grosse tête polaire, puis une queue lipidique. Puis la bactérie qui produit ça, moi, une des choses que j'ai faites, c'est de découvrir toutes les molécules que la bactérie produisait. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, à la fin des années 1990, j'étais étudiant en maîtrise. Puis dans ces années-là, on connaissait une bactérie qui faisait les rhamnolipides. Une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Okay. Or, cette bactérie-là, à l'époque, on connaissait juste 4 rhamnolipides différents qu'elle produisait, avec différents types de longueurs de chaîne, ou 1 ou 2 têtes de rhamnose dessus. Nous, on a développé une nouvelle méthode d'analyse qu'on a découvert qu'elle en produisait 50 différents. Puis comme c'est une bactérie-là, c'est un pathogène, donc ça peut rendre les gens malades, pathogène opportuniste. Ça veut dire que si tu es déjà malade, tu peux tomber infecté, mais si tu es en santé, elle ne va pas te rendre malade. Mais c'est quand même pas pratique d'utiliser une bactérie pathogène pour faire de la production de savon, parce que c'est des usines parce qu'ils ont des grosses queues dans lesquelles il faut qu'ils cultivent la bactérie pour faire du savon. Donc, ce qu'on a fait aussi au cours des années dans mon laboratoire, c'est qu'on a trouvé des nouvelles bactéries qui ne sont pas des pathogènes, qui font aussi des rhamnolipides. À partir de la même molécule? Qui font le même type de rhamnolipides, différent un peu. Donc, nous, ce qu'on a travaillé, c'est essayer de trouver des bactéries non pathogènes qui font aussi des rhamnolipides, qui est un savon qu'on pourrait éventuellement développer un procédé industriel pour en vendre, à partir d'une bactérie non pathogène. Donc c'est des avancées qu'on a faites dans mon laboratoire au cours des années. Est-ce que vous avez amélioré les coûts de recherche ou ça... pas les coûts de recherche, mais les coûts de production? Oui, c'est ça qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus justement. C'est d'augmenter la productivité des bactéries. Les bactéries en font une petite quantité, puis on veut trouver des trucs pour montrer à la bactérie comment faire pour en produire 10 fois plus ou 100 fois plus. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup les 15 dernières années. Ça a marché pas mal? Ça a pas mal bien marché. Éventuellement, il y a déjà des usines dans le monde qui fabriquent des biosurfactants d'origine bactérienne. C'est déjà commercialisé. Mais ça reste cher. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sont faits à base de ça. Ça coûte trop cher. Dans nos vies de tous les jours, là, on utilise beaucoup de produits comme les shampoings, les détergents et tout. Mais c'est quoi, quelle autre chose pourrait affecter, genre, dans ce que nous on utilise? Moi, je qu'on s'attend pas. Ouais. Qui contient des biosurfactants, mais qu'on... Qui contient des surfactants, tu veux dire? Ouais, quoi? Qui contient des surfactants. Ouais, des surfactants, mais qu'on ne sait pas vraiment. Fait que les cosmétiques, comme je vous disais, du dentifrice. Dentifrice. T'as pas dedans? Il y a du savon. Ça sert à nettoyer. Tout ce qui sert à nettoyer, il y a du savon dedans. Y a-t-il d'autres choses, genre, dans d'autres domaines, là, on parle vraiment beaucoup de nettoyer et tout, mais... Dans le domaine à la maison, il n'y a pas beaucoup d'autres produits. Dans la nourriture, c'est plus des émulsifiants. Okay. La plupart du temps, c'est presque tout le temps des émulsifiants biologiques. Surtout de la lécithine. Ils utilisent beaucoup la lécithine en alimentation. La lécithine, c'est dérivé des plantes. Mais ça, c'est pas un bon surfactant. Tu ne pourrais pas utiliser ça pour faire du shampoing, par exemple. Ça serait vraiment pas efficace. C'est plus pour émulsifier, par exemple, pour faire tous les produits comme de la mayonnaise. La mayonnaise, la raison, c'est une émulsion. La mayonnaise est stable parce que les œufs contiennent de la lécithine. Des molécules naturellement qui sont des surfactants naturels. C'est pour ça qu'on a besoin de toujours inclure des œufs qu'on fait de mayonnaise. Est-ce que ce serait possible de juste, genre, au lieu d'avoir un shampoing avec des surfactants, avoir un shampoing sans surfactants, de brasser avant l'utilisation, est-ce que ça marcherait ou... Non, parce que là, dans ce cas-ci, toi, un shampoing, c'est pas une émulsion. Okay. C'est juste du savon. L'émulsion, elle a lieu quand tu te mets dans les cheveux. Entre le gras de tes cheveux et l'eau que tu utilises pour te laver. Okay, ouais. Donc, la raison pour laquelle... c'est la même chose quand tu fais la vaisselle. Tu as ton assiette graisseuse que tu mets dans l'eau. La graisse s'enlève pas. Tu mets du savon, tu crées une émulsion, là ça nettoie. Ok, ouais, c'est pour faire l'action, c'est pas dans la bouteille. Ça cause émulsion. Ok, ouais, je comprends. Par exemple, quand tu fais une vinaigrette, si tu la laisses aller, elle va se séparer l'huile puis l'eau. Faut que tu la brasses,
Là, il y a une émulsion, mais elle ne dure pas longtemps parce qu'il n'y a pas de savon. Évidemment, on ne va pas mettre du savon dans la Ouais. si on met du savon dans la vinaigrette, ça devient une mayonnaise. Fait que c'est quand tu posais des produits qu'on ne sait pas à la maison, beaucoup de cosmétiques. Non. Donc, des crèmes qu'on se met dans la face. Il y a beaucoup de produits qu'on utilise pour la voiture aussi, des nettoyants. Il y en a dans certains des produits qu'on met dans les voitures aussi. Sinon, c'est plus dans les industries qui utilisent beaucoup des surfactants. Dans le domaine du pétrole, ils utilisent des tonnes et des tonnes de surfactants. Par exemple, quand il y a des pipelines, on entend beaucoup parler là, qu'ils veulent nous mettre des pipelines un peu partout. Là. Ben, le pipeline, c'est quoi qu'ils transportent là-dedans? C'est du pétrole brut qu'ils ont extrait du sol. Ouais. Et quand ils transportent ça, comment ils l'ont extrait? Ils ont pompé, disons, le pétrole. C'est plein de sol, de terre, d'eau aussi, qu'ils ont utilisé pour faire de la pression. Puis là, ils transportent ça dans des pipelines. Mais ça a tendance à coller partout. Du pétrole, vous savez, c'est quoi, là? C'est visqueux, c'est gluant. Pour que ça soit plus liquide, pour que ça coule en pipeline, ils mettent du savon. Ah, Ils mettent du surfactant. ok. Puis ça va tout dans l'eau. Puis ça va Ouais. tout. Ok. Je comprends. Puis à chaque fois qu'il y a un déversement pétrolier, tu sais, il y a un pétrolier qui... Il y a eu des cas là, de stations d'extraction du pétrole dans le golfe, dans différents endroits dans l'eau. Puis là, s'il y a un déversement pétrolier, là, des centaines de milliers de barils qui se retrouvent dans l'océan, qu'est-ce qu'ils font pour s'en débarrasser? Ils mettent du savon. Ouais, genre quand ils sauvent les petits canards, là, Oui, ils mettent du ils savon mettent sur du leur Dawn. bouteille. Ouais. S'il n'y avait pas de surfactant, ils ne Ça pourraient pas. partirait pas. Ok, je comprends. Puis ils pourraient utiliser du savon biologique. Des fois, ils le font. Mhm. Mais comme ils coûtent beaucoup plus cher, Ouais, puis c'est qu'il n'y a ça. aucun gouvernement qui les oblige d'utiliser du savon biologique, ils le font pas. Si le gouvernement les obligeait, ils le feraient. Il y en a Ouais. des savons biologiques. Biodégradables. Juste, c'est vraiment plus cher. C'est quoi la grosse Après, différence? ça Ben, pas la fait grosse différence, mais c'est quoi la différence entre un surfactant à base végétale et biosurfactant? On en a un peu parlé, mais j'ai pas très bien compris. Je vais te redonner la différence. Tu as compris c'est quoi un surfactant? Ouais. Il faut une huile, un lipide, il faut une tête polaire. Ouais. Si tu prends l'huile végétale, disons l'huile de maïs, l'huile de canola, peu importe, c'est juste le lipide. Donc c'est pas un surfactant. Ce qu'on fait quelque chose qu'on appelle la saponification. Que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères les humains font depuis des centaines d'années. Saponification, c'est une réaction chimique. Parce que tu chauffes l'huile avec d'autres choses, par exemple avec de la chaux. Puis ça produit une molécule qui est amphiphique. Parce qu'il y a une tête polaire, puis une queue hydrophobe. Puis ça va être pour sur la base végétale. Donc c'est comme ça qu'on fait un surfactant à base végétale. Donc tu as toujours une réaction chimique à partir du produit de départ. Tu prends des extraits de plantes, tu fais une réaction chimique dessus, puis ça te produit du savon. Mhm. Même le savon à base d'huile d'olive, tu sais, des fois ils vont vous vendre, il y a de l'huile d'olive à base de savon, peu importe. Là. Mais ils ont fait une réaction chimique pour qu'il se transforme en savon. Sinon, tu vas pas te mettre de l'huile dans la face. Ça va juste pas laver. Là. Mais sur un biosurfactant, ce que moi j'appelle un biosurfactant, c'est la bactérie qui le produit. Donc le rhamnolipide, là, le glucose puis le sucre puis le lipide, la bactérie à l'intérieur d'elle, elle synthétise ça avec des enzymes. Par exemple, je donne à manger à ma bactérie du dextrose, du glucose. Puis elle utilise des enzymes, elle fabrique le surfactant, puis elle l'envoie dehors. Vous allez me dire pourquoi la bactérie fait ça? C'est quoi son avantage de fabriquer du savon puis de l'envoyer à l'extérieur? C'est parce que la bactérie, elle utilise le savon pour mouiller son environnement. Parce que ça l'aide à rendre la surface plus glissante pour qu'elle puisse se déplacer. Là, vous prenez ce savon-là, mais là. Moi, je vais chercher le savon. Je sépare les bactéries, j'enlève les bactéries en les filtrant, puis je garde le savon, puis je le concentre, puis là, je peux l'utiliser pour fabriquer du shampoing. Mais biologique. Parce qu'il est produit par une bactérie, il est produit d'origine naturelle. Puis la base végétale, ça va quand même polluer plus que les biosurfactants. Pour deux raisons. Dégradé. La première, parce qu'il y a eu une petite réaction chimique. Puis la deuxième, disons que pour fabriquer ton savon à base d'huile d'olive, c'est super. Sauf qu'il a quand même fallu que tu extrais l'huile d'olive des oliviers. Donc, tu as cultivé des oliviers, puis au lieu de nourrir les gens avec les olives, tu as extrait l'huile pour faire du savon.
Même chose, il y a beaucoup de savon qui est fait à partir d'huile de canola, ou l'huile de maïs. Donc, il y a un champ de maïs. Au lieu de nourrir des gens avec le maïs, tu fabriques du savon. Parce que c'est pas très éthique, là. D'empêcher des gens qui n'ont rien à se nourrir, qui ne peuvent pas se nourrir, parce que non, moi, je veux pas que tu fabriques de la nourriture, j'aime que tu meurs de faim. Parce que moi, ton champ, j'ai besoin du maïs pour faire mon huile, faire mon savon. Ok. Ouais. Donc, les surfactants biologiques d'origine de bactéries, c'est ce qu'on pourrait appeler des biosurfactants de deuxième génération. C'est beaucoup plus éthique. Parce que moi, la bactérie, je peux la nourrir avec des déchets industriels, avec des déchets de l'industrie alimentaire, avec des affaires qu'on n'utilise pas. Je peux nourrir ma bactérie avec. Puis elle peut faire du savon. C'est vrai que les gouvernements fassent une loi là-dessus, ou quoi, c'est... Les gouvernements ne font pas de loi là-dessus. Plus tard, peut-être. Ça va venir peut-être. Ouais. J'espère. Ce jour-là, mes travaux vont être plus utiles. Parce que pour l'instant, il y a quelques compagnies qui fabriquent des biosurfactants, mais c'est plus dans dans les produits que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour les avoir. Ben oui. Comme les cosmétiques. Mhm. Ou comme un shampoing bio. On a parlé pas mal des avantages des biosurfactants. Ben, on a parlé pas mal de... Êtes-vous sûr que ça continue à enregistrer, ça? Tant que la lumière est allumée, ça enregistre, c'est Ouais. ça? Ok. Ouais. Puis là, on a parlé que c'est... genre, ça peut se... Comment on appelle ça? Dégrader dans l'eau. C'est biodégradable. D'autres avantages, puis aussi, est-ce qu'il y a des désavantages pour les biosurfactants? Ceux d'origine bactérienne? Ouais. peut-être? Ben, le plus gros désavantage, c'est qu'ils sont chers. Ouais. Ils coûtent facilement 10 à 100 fois plus cher que les surfactants chimiques. Ah, ok. Au mieux, là, c'est à peu près... C'est vraiment 10 fois plus cher, là, les moins chers qu'on peut avoir. Que malheureusement, la plupart des gens sont pas prêts à payer un produit un peu plus cher pour avoir quelque chose de biologique. Ils vont préférer utiliser un produit biodégradable et biologique, qui est le surfactant qui est dérivé des plantes. Ils disent, c'est correct, c'est biodégradable, puis biologique, c'est correct. C'est tout, je suis content. Sauf qu'ils savent pas, ils réalisent pas qu'il y a eu une réaction chimique pour fabriquer le surfactant, puis que le champ, au lieu de nourrir des gens, il a servi à fabriquer leur shampoing. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent vraiment c'est quoi les surfactants et les biosurfactants. Moi, j'ai appris ça cette année. Ouais, moi aussi. Et genre, Mais non, genre, on nous en parle pas de ces affaires-là, là. Non. C'est sûr. Mais je suis sûre que s'ils feraient des annonces, puis des. Genre, Comme ils pour faisaient des sensibiliser. publicités et des sensibilisations. Le monde. Mais les va- gens, ils commencent à peine à acheter des savons biologiques. Ouais. Mais au cours des Qui sont dernières déjà années- plus chers. C'est nouveau là, dans les 5 dernières années que le monde commence à acheter. Avez-vous déjà acheté un shampoing bio, un shampoing biodégradable? Moi, j'ai jamais acheté avec des biosurfactants, mais biologiques, pareil. Mais en mariage, tu sais. Il y a pas, on commence à peine à en trouver, là, on en trouve un petit peu, ils sont pas mal plus chers. Ouais. Je sais pas si. C'est la petite section IGE, là. Les produits attitude, les produits de ces affaires-là, mais c'est tout fait avec des alkyles polyglucosides, ça, c'est dérivé des plantes. Je sais pas si c'est biologique, là, mais il y a une compagnie qui s'appelle Lush qui fait tous ses produits à la base de comme de fruits, de choses genre. Oui, ils font des savons, des pains de savon. Ouais, des petites boules Ouais. qui font genre, je sais pas si c'est biologique, là, mais. Je sais pas c'est quoi leur produit de départ. Au moins, c'est. Ben, probablement qu'ils doivent utiliser des dérivés de l'huile Ok. végétale. Mhm. C'est presque sûr que c'est ça. Ouais, parce que c'est pas tant cher. En plus. Ouais. Moi, j'ai lu que les biosurfactants étaient plus efficaces que les surfactants normaux. Genre, il y avait Souvent. une meilleure action, là. C'est ce que Souvent. c'est vrai. Souvent, ils sont plus efficaces, surtout parce que tu en as besoin de moins pour avoir la Ouais, même efficacité. c'est- Ce qui est un autre avantage, parce que c'est vrai qu'il coûte 10 fois plus cher, mais des fois, tu as besoin d'en utiliser 2 fois moins. Fait qu'à la fin, ça revient 5 fois plus cher au lieu de 10 fois plus cher. Ouais. Puis il y a certaines applications qui sont vraiment très très bons, entre autres, par exemple, les rhamnolipides que j'ai étudiés depuis longtemps, ils résistent très bien à la chaleur. Je peux les faire bouillir, puis ils fonctionnent encore. Donc, certaines applications, comme par exemple le lavage, donc tu veux laver des choses à haute chaleur, haute pression. Dans le domaine du pétrole, c'est souvent très très chaud. Hein. Les biosurfactants souvent résistent mieux que les surfactants chimiques. Ah, Ça, c'est un autre désavantage. ouais. Bon, on avait une dernière question. Ça s'appelle les 12 principes de la Green Chemistry. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu c'est quoi la Un Green petit peu. Chemistry?
Ben, Là, vous réalisez que nous, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est bypasser la green chemistry. Parce que les biosurfactants, il n'y a même pas de chemistry là-dedans. Là. Parce que les biosurfactants, comme ceux que vous achetez normalement dans les produits, les APG, alkyl polyglycoside, ça, c'est de la green chemistry. C'est-à-dire qu'on prend de l'huile végétale, puis on fait une réaction chimique, Ouais. Pour créer un surfactant. puis on produit un surfactant biologique. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la green chemistry. mais votre technique contient quand même des principes de la green chemistry, la waste prevention, réutilisation. Ils vont mettons, être safer. Moi, j'utilise même pas besoin de solvant. Mais encore là, ça dépend. Parce que, puis ça, c'est un des derniers défis qui restent dans la production de biosurfactants d'origine bactérienne. C'est que moi, je vous ai dit que les bactéries le relâchent à l'extérieur. Et après, il faut quand même aller le purifier, ça. Des fois, c'est pas complètement vers les procédés pour aller le purifier. Ça. Des fois, ils utilisent des solvants, par exemple. Fait que des solvants, les autres, ils marquent Safer Solvents. Peut-être que ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'ils soient améliorées dans le domaine des biosurfactants. C'est les procédés qu'on appelle le downstream processing. C'est-à-dire, à la fin, là, un coup que la bactérie, tu l'as cultivée dans des grands fermenteurs, les grands bioréacteurs, puis là, ça produit plein de savon. Puis là, tu veux séparer la bactérie puis purifier le savon biologique. Mais là, il faut des procédés qui, eux, ne sont pas nécessairement très, très... peuvent être polluants un petit peu aussi. Parfois, il y a des solvants qui sont utilisés là-dedans. Ok. Donc ça, c'est des choses qu'il faut améliorer. Puis, c'est sûr que ça prévient beaucoup la pollution parce que... Puis un autre avantage, c'est que si on la nourrit, les bactéries, avec un déchet, en plus, on diminue un déchet qu'on aurait envoyé dans un effluent, on nourrit les bactéries à la place avec. C'est un autre avantage que je n'avais pas pensé. C'est une dernière question. Profitez-en, madame, vous êtes là. J'essaie de trouver une question genre, que je comprends pas bien. Donc, en ce moment, le surfactant, le biosurfactant le plus utilisé dans le monde, celui qui est vraiment commercialisé à grande échelle, ça s'appelle des sophorolipides. Le sucre, c'est un sophorose, avec un lipide. Puis lui, il n'est pas produit par une bactérie, il est produit par un champignon qui s'appelle Spermatella. Puis lui, la raison pour laquelle il est commercialisé à plus grande échelle que les autres, comme celui que j'étudie, c'est parce que il est produit à beaucoup plus grande quantité. C'est la productivité du micro-organisme qui décide si le produit va coûter plus ou moins cher. Moi, ma bactérie, par exemple, la bactérie qu'on fait des rhamnolipides, elle produit au mieux du mieux là, 20 ou 30 grammes de biosurfactant par litre de culture bactérienne. Vous avez déjà fait des cours de microbiologie? Biologie. Vous n'avez pas fait encore de microbiologie? Cultiver les Non, bactéries? Non, pas encore. Éventuellement, vous allez peut-être le faire. On a fait un test ADN. Tu vois, au début, les bactéries ont de l'ADN. Bon, ben, nous, les bactéries, habituellement, la façon que tu cultives une bactérie, c'est que tu y donnes un bouillon. C'est de l'eau avec des éléments nutritifs dedans. Ça peut être du sucre, ça peut être de la viande, des extraits de viande. Tu mets une bactérie dedans, là, ils se développent, ils se multiplient, évidemment, par division. Et puis, avec des bactéries, ça se divise. Une bactérie donne 2 bactéries, 2 donne 4, 4 donne 8. Puis là, ça devient des grandes quantités de bactéries. Puis tout ça, tu as besoin de les nourrir un petit peu comme une plante. Que tu leur donnes de l'azote, du phosphore, du carbone. Eux autres, ils n'ont pas besoin de soleil. Habituellement, tu les nourris en leur donnant du carbone, du sucre, par exemple. Puis là, il faut que tu mettes de l'oxygène aussi. Il faut que ça respire. Que tu injectes de l'oxygénation. Puis là, de l'oxygène. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais ça dans des grandes cuves. 1000 litres, 10 000 litres. Un petit peu comme on fabrique de la bière, par exemple. Ouais. Puis là, on brasse les bactéries là-dedans. On leur donne l'élément nutritif. Puis on s'arrange soit heureuse. Puis là, ils produisent le surfactant. Mais un coup que tu as fini, après 4-5 jours, qui ont produit 20 grammes par litre de 10 000 litres de savon, ben là, il faut que tu ailles le chercher. C'est ça que je t'ai appelé tout à l'heure, le downstream processing. C'est que ces 10 000 litres-là, il faut que tu le sortes de la grande cuve, puis que tu sépares les bactéries, puis tu sépares le savon. Ouais. Vous faites ça ici, les grandes cuves? Moi, je fais pas ça. J'ai pas des grandes cuves comme ça. Moi, je fais pas plus que 5 litres. Moi, je fais plus la recherche, découvrir les nouvelles bactéries, découvrir les gènes, comment les bactéries, c'est quoi les enzymes que la bactérie utilise pour produire la molécule, c'est quoi la structure chimique des surfactants produits par les bactéries. Moi, je fais
la recherche de base. Mhm. Le scale-up, ce qu'ils appellent, monter ça pour faire éventuellement des 1000 litres, 10 000 litres, ça, c'est les compagnies qui font ça. Ben, moi, j'ai plus vraiment de questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez parlé d'aller voir votre labo tantôt? Est-ce que vous pourrez aller Ça voir vous le intéresse? Mhm. Ouais. Vous ne pourriez juste pas amener vos téléphones. Il faut les laisser ici. Pas de problème. Je vais vous montrer ça. Veux-tu arrêter ça? Ouais.